Donc tout à l'heure, Benoît a parlé d'une tradition LIPN, je ne sais pas, d'analyse syntaxique ou sémantique. Donc voilà, je représente cette tradition, on va dire. Mais peut-être plus fondamentalement, il y a une connexion, une tradition entre le TAL et certains aspects de l'informatique, les langages formels, le machine learning, mais un petit peu l'optimisation combinatoire aussi. Et donc là, je vais vous parler un petit peu de méthodes d'optimisation combinatoire pour le parsing, pour l'analyse syntaxique, mais remise un petit peu au goût du jour, parce que voilà, il s'est passé des choses avec le machine learning depuis quelques années, donc comment on prend ça en compte? Donc maintenant, effectivement, on parle de prédiction structurée quand on fait du TAL, pour dire qu'on fait de l'analyse syntaxique. C'est plus moderne, c'est un jargon qui vient de l'apprentissage automatique. Et donc ça veut dire quoi concrètement en TAL? Ça veut dire qu'étant donné une entrée, par exemple une phrase, d'accord, pardon. Étant donné donc une phrase, une chaîne de tokens, comme on dit, on veut retourner non pas une étiquette, chien, chat, hamburger, mais quelque chose qui a une structure, généralement un graphe. Donc si par exemple on prédit une chaîne aussi, une chaîne d'étiquettes, bah, on peut comme ça modéliser l'analyse morphologique. Et si on prédit un graphe qui a une structure spécifique hiérarchique, donc un arbre, on peut modéliser comme ça l'analyse syntaxique. Et c'est ça on va parler aujourd'hui. Oui. Ok, et donc je vais vous montrer une méthode qui permet de faire ça, qui obtient des résultats à état de l'art, bien sûr, qui peut être adaptée à différentes tâches de prédiction structurée. Et le twist, d'accord, ce qui rend la méthode un peu moderne, c'est qu'on va montrer qu'on peut tout réduire à des calculs de gradients. Qu'est-ce que ça change? Bah, ça veut dire qu'on peut l'implémenter sur les GPU sans le faire explicitement, en utilisant les outils qui ont été mis à notre disposition par la communauté justement du deep learning, donc PyTorch par exemple. Okay. Alors c'est quoi l'autodifférenciation? C'est une méthode générale, d'accord, qui prend un programme ou une fonction G, qui calcule G de X, quand on lui donne X, et ça permet de construire de manière analytique le gradient, donc la contribution de X à la valeur G. Est-ce que si on incrémente X, ça va incrémenter G? Est-ce que si on incrémente X, ça va diminuer G? Et dans quelle mesure? Okay. Et donc ça, c'est complètement mécanique. C'est codé en dur pour des fonctions de base, comme les logarithmes. Et puis après, ça utilise la structure donc, de la composition de notre programme, donc composition de fonctions. On a des règles à appliquer, et on peut comme ça calculer le gradient, la dérivée. Donc même si on a un problème très complexe, une fonction très complexe, on peut calculer facilement, en appuyant sur le bon bouton dans PyTorch, à connaître comment cette fonction évolue si on fait bouger les entrées un petit peu. Okay. Et ce qu'on appelle donc la backpropagation, la rétropropagation en français, c'est un cas spécial de l'autodiff, donc utilisé pour apprendre les réseaux de neurones. Alors maintenant la tâche. L'analyse en dépendance. D'accord, ça consiste, étant donné donc une phrase, une séquence de mots ou de tokens comme on dit, et une fonction de score qu'on appelle S, il faut trouver donc l'arbre, il faut mettre les arcs comme il faut à partir du mot spécial root racine, de manière à couvrir tous les mots, tous les sommets et à construire un arbre dirigé. Donc il y a des étiquettes sur les arcs, mais on peut les oublier. Donc là on a l'analyse d'une phrase, par exemple, time flies like an arrow. C'est un arbre, mais pour faire un petit peu d'optimisation, on a besoin de transformer cet arbre, de le présenter sous forme d'un vecteur booléen. Donc c'est un vecteur qui est indexé par les arcs. Donc par exemple ici, comme il y a un arc qui va de flies jusqu'à time, cette entrée du vecteur sera 1. Time flies, par contre, ça ne va pas, c'est 0 parce que l'arc est à l'envers. Et puis time like, là, il n'y a même pas d'arc, donc c'est 0 aussi. Okay. Et donc, on peut faire du parsing, de l'analyse, avec des algorithmes comme ça qui calculent des arbres couvrants, donc des spanning trees, comme on dit. On va distinguer deux cas. Le cas où on peut dessiner l'arbre comme ici, où les arcs ne se croisent pas, donc c'est ce qu'on appelle les analyses projectives, et celles où les arcs peuvent se croiser, qui sont donc dites non projectives. Et ça change, c'est plus joli, mais ça a un autre aspect que l'esthétique, c'est qu'en général, tous les algorithmes vont être beaucoup plus simples avec les analyses projectives que les analyses non projectives. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on appelle d'ordre supérieur? Parce que c'est un petit peu ça le cœur de l'exposé. Donc, si le score d'un arbre, c'est la somme des scores des arcs qu'il compose, on a ce qu'on appelle un modèle linéaire, pour faire un produit scalaire donc, du vecteur qui représente l'arc et des coups des arcs, et on peut calculer le score efficacement. Et donc ça, c'est bien. Il y a des algorithmes efficaces, polynomiaux,
que ce soit pour les analyses projectives ou en général. Ce qui est un peu dommage ici, c'est que chaque arc est traité indépendamment. Donc, par exemple, on peut avoir deux arcs qui sont étiquetés sujets, alors que, des choses comme ça, des aberrations qu'on voudrait éviter. Et donc pour ça, la solution qui est souvent proposée, c'est d'utiliser les modèles d'ordre supérieur, où le score d'un arbre va être composé du score de facteurs. Donc des facteurs, c'est des sous-analyses. Donc on va combiner des sous-analyses. Donc l'idée maintenant, c'est plus juste de connecter les mots avec des arcs, mais de superposer des sous-arbres de manière à construire un arbre complet. Et ben ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ça reste polynomial quand on se restreint aux analyses projectives, mais le degré du polynôme va monter assez vite en fonction de la taille de ces facteurs. Et par contre, quand on a le droit aux arcs qui se croisent, ça devient NP difficile. Donc on ne pourra pas implémenter ça de manière efficace. Donc on va se tourner vers des approximations. Alors d'où viennent ces scores d'arcs ou de facteurs? Ils sont calculés donc, par un réseau de neurones. C'est ce qu'on appelle des modèles à base d'énergie. Et donc qui ont besoin d'être entraînés, calibrés, comme on a vu avant, de manière à ce que les poids veuillent dire quelque chose, d'un point de vue tâche ou linguistique. On apprend ça alors, en voulant minimiser donc, la log vraisemblance des exemples. Et donc ça, on a une certaine forme comme ça, qu'on voit ici. Voilà. Et donc c'est-à-dire que même si on sait calculer S de manière efficace, on a ce dénominateur, là on doit sommer sur toutes les analyses possibles. Et ça, en général, ça rend la tâche d'apprentissage très compliquée, sauf dans le cas des projectifs, on reste polynomial. Mais dans le cas général, ça devient vite très compliqué. Il n'y a pas d'autre solution que d'énumérer toutes les possibilités, et c'est pas possible. Donc voilà un petit peu le panorama. Beaucoup de questions, beaucoup de problèmes qui sont difficiles à calculer. Et donc on va voir ce qu'on peut faire maintenant avec la backpropagation. Okay. Donc plutôt que de faire comme on fait d'habitude quand on veut faire de l'analyse d'ordre supérieur, généralement on va linéariser la fonction, donc on va se ramener au cas de premier ordre. Donc on va créer des variables qui représentent plus des arcs mais des facteurs. Et ça va créer un problème d'analyse beaucoup plus gros. Plus de variables et plus de contraintes de bonne formation. Alors qu'ici, on a décidé qu'on allait plutôt rester dans la forme simple. Donc ici, alors je reviens. Donc, le score d'un arbre, c'est la somme de scores des facteurs qui vont le composer. Donc on peut le représenter comme la somme pour tous les facteurs d'un produit de variables. Si toutes les variables qui composent le facteur sont présentes dans mon arbre, alors j'ai le droit d'activer ce facteur-là. D'accord, c'est ça l'idée. Si toutes les variables du facteur sont présentes, je peux activer le facteur et donc l'ajouter au score de ma structure. Donc on a un polynôme, d'accord, de degré, la taille des facteurs. Donc, si on a des facteurs d'ordre 2, on a une fonction quadratique et cubique si on en a 3, et ainsi de suite. L'avantage de cette représentation, c'est qu'on peut indiquer la participation d'un arc au score global. Donc la participation, la contribution d'un arc à ce score, c'est je vais faire la somme des facteurs auxquels cet arc-là appartient. Donc, les arcs s'appellent HM, je ne l'ai pas dit parce que c'est Head Modifier, c'est le jargon aussi qu'on utilise en partie. Donc la contribution, c'est la somme des scores des facteurs qui font intervenir cet arc-là. Alors, ça permet quoi ça? Ça permet donc, on peut décrire le score de la structure comme étant la contribution d'un arc multiplié par 1 ou 0 selon que cet arc-là est présent, et puis le score du reste de la structure. Le score de la structure sans cet arc-là. D'accord. Et ça, c'est assez rigolo cette forme-là, parce que la seule variable ici, c'est le y. D'accord. Ce qu'il y a dans le terme ici, S, c'est une constante, c'est des scores, et ce qu'il y a ici, c'est aussi une constante. Donc en fait, on a une forme AX plus B. C'est assez rigolo. C'est assez rigolo parce que si on calcule le gradient de AX plus B, on obtient A, et ça va intervenir juste après. Okay. Mais donc, ça ne résout pas le problème de l'analyse pour l'instant. Ça reste toujours très difficile. Donc, on va faire un petit changement aussi, pour que ce soit plus simple et qu'on puisse vraiment utiliser la méthode basée sur les gradients. On va trouver un problème plus simple qui est de dire, je pars d'un candidat, je pars d'une analyse déjà faite, fournie par exemple par un autre analyseur, et je vais essayer de l'améliorer seulement. Je vais essayer de l'améliorer en remplaçant un arc à la fois. D'accord. Et donc c'est pour ça que j'ai besoin de connaître la contribution d'un arc. Si je connais sa contribution, l'idée ça va être de choisir à chaque fois l'arc qui a la meilleure contribution. Alors il y a la version naïve, on va scanner tous les mots de la phrase, et puis à chaque fois on va essayer de changer un arc pour ce mot-là. Donc ça va être très très lent, il va falloir faire plusieurs allers-retours.
plusieurs passes sur la même phrase, on va devoir calculer beaucoup de scores. Donc, comme c'est compliqué à calculer, voilà, ça va être très lent. Une autre façon, c'est d'essayer plutôt que de passer la phrase comme ça de gauche à droite ou de droite à gauche dans un ordre linéaire, c'est d'essayer de trouver quel est l'arc qui est le plus intéressant à changer. D'accord, ce que j'ai appelé ici le optimal flip. D'accord, je change la tête syntaxique d'un mot. Donc pour le représenter comme une expression, comme ça, un problème d'optimisation, on doit trouver le meilleur arc, donc composer les deux extrémités, le H et le M, qui permettent de le plus possible incrémenter le score de la structure courante. Là, c'est pareil, il faut parcourir tous les arcs, donc c'est aussi quelque chose d'assez compliqué. Mais c'est ça l'idée qu'on va utiliser pour notre algorithme, parce qu'on va trouver une méthode efficace pour ne pas justement avoir à tout énumérer ici. Okay. Donc, si on sait faire ça efficacement, qu'est-ce qui se passe? L'analyse, pour nous, c'est quoi? On part donc d'une analyse 0, et on va, de manière répétée, essayer de trouver le flip optimal, l'échange d'arc optimal, jusqu'à ce qu'on arrive à stabilisation. Quand on ne peut plus améliorer, on s'arrête. Donc ça, c'est peut-être que vous avez entendu parler de ce type de méthode. C'est des méthodes qui sont utilisées aussi avec les méthodes Monte-Carlo par chaîne de Markov ou l'échantillonnage de Gibbs. La différence ici, c'est qu'on est glouton. On va toujours prendre ce qui marche le mieux à court terme. Et donc évidemment, on est coincé sur un optimum local. Il faudrait prendre peut-être des fois des routes détournées pour arriver à un optimum global. Mais on verra comment résoudre ça ensuite. Une des questions aussi qu'on peut se poser, c'est si je change juste des arcs, je n'obtiens pas forcément une analyse valide. Je n'ai pas forcément un arbre. J'ai peut-être juste un graphe avec des cycles. Donc pour l'instant, on écarte cette question, on s'en fiche, mais on aura une dernière étape de post-processing qui va être de corriger la structure qu'on obtient avec cet algorithme très simple, juste de flip. Okay. Alors maintenant, comment l'autodiff intervient ici? Donc je vous avais dit que le score de l'arbre, on peut l'exprimer comme la contribution d'un arc et le score du reste de la structure. Et donc comme c'est AX plus B, d'accord, ça veut dire que le gradient par rapport à Y ici, c'est juste le score. Okay. La contribution, pardon, la contribution. Donc, on peut voir trivialement, c'est peut-être exagéré, mais donc la contribution, en fait, c'est le gradient du score par rapport à cette variable d'arc, tout simplement. Et ça, l'avantage de ça, c'est que ça, on n'a pas besoin de le calculer à la main. On a justement PyTorch qui va le calculer ou un autre toolkit qui va le calculer. Okay. Donc pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va devoir calculer donc, les n carré contributions, mais comme un gradient. Donc on va calculer le score et on va demander le gradient par rapport à tous les arcs. Et ça, on peut le faire de manière parallèle, uniquement par rétropropagation avec les toolkits de GPU, de deep learning. Okay. Alors, donc trouver le meilleur flip, d'accord, si on reprend l'équation de tout à l'heure, mais qu'on change justement la contribution par le gradient, on obtient cette différence. Donc c'est la différence entre deux gradients. Donc pour connaître le meilleur flip, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Juste besoin de calculer le score, d'appeler la rétropropagation de PyTorch et ensuite de faire une différence entre les différents éléments de ce gradient, du gradient que j'ai obtenu. Donc c'est relativement simple à implémenter, il n'y a pas besoin d'algorithmique compliquée. En tout cas, l'algorithme compliqué, elle est prise en charge par le toolkit PyTorch, et nous, on n'a pas besoin de le gérer. C'est un petit peu la magie aussi de ces librairies de code qui permettent de faire des systèmes complexes relativement simplement. Alors ici, attendez, il y a un petit caveat peut-être, c'est qu'on fait la rétropropagation à la différence de ce qui se fait d'habitude en machine learning. On ne le fait pas par rapport aux paramètres. On n'apprend pas le système, là. On le fait par rapport aux variables qui indiquent est-ce que l'arc est présent ou pas dans ma structure. Donc pas par rapport au poids, mais par rapport aux indicateurs qui disent est-ce que l'arc est pas là. On ne met pas à jour les poids, là. On ne fait pas du machine learning. On fait donc de l'optimisation combinatoire. Okay. Alors, on peut encore améliorer ce système-là, parce que là, on ajoute arc par arc, c'est un petit peu lent. Et surtout, c'est une méthode donc, qui converge vers un maximum local, donc ça dépend d'où on part. La qualité de la solution finale dépend de la dernière analyse, dépend de là où on est parti. Donc facile, ici on n'a qu'à partir d'un bon point de départ en général, donc on va demander à un analyseur qui a été entraîné, un analyseur de premier ordre, de nous donner le Y0. Donc on part déjà d'un très bon point. On peut en demander plusieurs, de manière à essayer de partir
de différents points de départ et voir où est-ce qu'on arrive à la fin. Et pour le problème du fait qu'on fait un flip à chaque étape, donc on a potentiellement quand même pas mal de flips à faire, c'est un petit peu la même solution. On va aussi utiliser un parseur auxiliaire linéaire pour amorcer cette montée de coordonnées. Et à nouveau, on va utiliser l'autodifférenciation. Okay. On sait que si les facteurs étaient disjoints, si les facteurs c'était juste des arcs, on aurait donc un modèle linéaire. Et là, on pourrait faire juste ce qu'on appelle de la sélection de tête. Donc pour chaque mot, prendre la bonne tête. Donc on pourrait faire les n flips, un flip par mot de la phrase, en parallèle. Mais on n'a pas un modèle linéaire, on a un modèle justement d'ordre supérieur. Donc c'est un problème. Donc l'idée, c'est d'essayer d'approximer cette méthode non linéaire par une méthode linéaire. Et donc ça, il y a une façon mathématique de le faire, c'est ce qu'on appelle l'expansion de Taylor de premier ordre. Donc on calcule l'expansion de Taylor de premier ordre, on obtient une fonction de score qui est linéaire, et qui est la meilleure approximation de notre vraie fonction par une fonction linéaire, et on utilise ça pour faire de la sélection de tête. Donc comme ça, on peut faire des flips en parallèle sur tous les mots. Et donc on va répéter ça jusqu'à ce qu'on se rende compte que l'approximation n'est plus si bonne que ça. Et là on change en mode montée de coordonnées. Okay. Alors, il reste 2 points à éclaircir. Peut-être comment on trouve finalement une analyse, parce que là pour l'instant on n'a trouvé que des graphes qui peuvent contenir des cycles, donc qui ont un très bon score mais qui ne sont pas forcément valides. Donc c'est de l'optimisation, mais pas contrainte. Donc, on aimerait ajouter la contrainte d'arborescence. Donc on obtient donc Y étoile, là, et on va essayer de trouver l'arbre qui correspond qui ressemble le plus à Y étoile. Donc comment on va faire ça? On va projeter. On va à nouveau convoquer les contributions des arcs, d'accord? Et à partir de ces contributions, on va calculer une distribution de probabilité, de telle sorte que un arc sera plus probable s'il apporte une grande contribution au score. On obtient donc un modèle linéaire à nouveau, et donc là on peut utiliser un algorithme classique d'analyse de premier ordre pour trouver la meilleure analyse. L'autre problème qui reste, c'est que notre méthode, en échangeant des arcs comme ça, un par un, on va se retrouver bloqué sur un maximum local. Comment on fait pour trouver la vraie bonne solution? Eh bien, il y a différentes façons de faire. On a proposé d'utiliser un algorithme génétique, tout simplement. Donc, au lieu de partir d'un point de départ, Y0, on va partir de plusieurs points de départ, tirés aléatoirement. On va utiliser notre méthode de montée de coordonnées. On obtient différents maximums locaux. On va les perturber un petit peu, on va les échanger, on va prendre un arc de l'un, le mettre dans l'autre, et on va recommencer comme ça cette opération, jusqu'à ce que la population, comme on dit, d'analyse n'évolue pas. Et à ce moment-là, on prendra donc le meilleur candidat qu'on a obtenu grâce à cette procédure. Okay. Et finalement, donc, un dernier cas, c'est comment on apprend ces modèles-là. Là, on a du machine learning, peut-être. Donc, on veut maximiser donc, la log vraisemblance. Donc, je vous ai dit, ce qui était compliqué, c'est le sommet sur A. Là, c'est très compliqué. Parce que quand c'est d'ordre supérieur, on ne sait pas faire autrement que d'énumérer. Et comme il y a un nombre exponentiel de candidats, c'est très très long. Donc là, ce qu'on fait, on va utiliser la même méthode qu'on a utilisée avant. On va utiliser l'expansion de Taylor de premier ordre pour approximer A. Donc on ne va pas calculer la somme ici des vrais scores en bas. On calcule le score donc, mais en utilisant S bar, donc l'expansion de Taylor de premier ordre. Donc à nouveau, on va utiliser, donc, pour calculer l'expansion de Taylor, vous vous rappelez, il faut utiliser donc, la backpropagation. Okay. Donc toujours la même technique. Donc dès qu'on a quelque chose de compliqué à calculer, en fait, on va plutôt se ramener au premier ordre. Et comment on va le faire? Grâce à l'expansion de Taylor et donc à l'autodifférenciation. Alors évidemment, on ne peut pas finir un exposé sans résultats expérimentaux. Donc il y a 2 jeux de données. Un jeu de données où les analyses sont projectives. Donc là, il y a un algorithme exact qui existe, polynomial, qui s'appelle, on a utilisé CRF2O, qui est un analyseur récent. Oups. Et ça, c'est notre méthode, Coordinate Ascent, avec ou pas l'algorithme génétique. Et on se compare aussi à un autre modèle approché qui ressemble un petit peu à ce qu'on a fait, mais d'un point de vue plus probabiliste. L'idée, c'est d'approximer une distribution de probabilité compliquée
par une distribution plus simple, c'est ce qu'on appelle le mean field second order. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Donc sur les corpus projectifs, comme il y a la solution, comme on sait calculer la solution exacte, toutes les méthodes qui marchent en approché, en tout cas sur l'anglais, on voit, n'arrivent pas à être meilleures que la solution exacte. Donc Local 2O, comme notre méthode, calcule des solutions approchées. Donc, si on sait calculer la solution exacte, on a quand même de meilleures analyses, ça c'est indéniable. Donc ça c'est vrai pour l'anglais, quand on a aussi beaucoup de données. Quand on a moins de données, le corpus chinois est plus petit, là on voit que du coup les méthodes ici sont compétitives. Et donc là on a un deuxième jeu de données où là les analyses ne sont pas forcément projectives, donc les arcs peuvent se croiser. Donc il n'y a pas d'algorithme exact, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de ligne CRF2O. Et donc là on voit que notre méthode est à l'état de l'art. Donc on a un point de plus en moyenne que Local 2O qui était le précédent State of the Art. Pourquoi? Parce que Local 2O, donc ça marche par une méthode qui n'est pas garantie de converger. Donc ils sont obligés de limiter un petit peu leur mise à jour, alors que nous, par construction, on va forcément converger vers un maximum local. Et on a la boucle d'algorithme génétique qui va nous permettre de perturber un petit peu les paramètres pour s'approcher le plus possible donc du vrai optimal. Voilà. Et j'arrive. Tout ça. Voilà. Donc le message, après vous avoir embêté avec beaucoup d'équations, c'est que l'autodifférenciation et la backpropagation, c'est un outil utile. Donc ça vient du deep learning, c'est utilisé en machine learning, mais ça sert beaucoup en informatique en général. Dès qu'on veut approximer une fonction compliquée, on peut, via l'expression de Taylor, avoir une fonction linéaire relativement proche sur laquelle on peut faire des manipulations et obtenir des systèmes pratiques qu'on peut déployer. Voilà. Donc l'extension, c'est que justement pour l'instant, notre système, donc, en échangeant les arcs, produit des structures intermédiaires qui ne sont pas des vraies analyses. Donc peut-être qu'on apprend un petit peu n'importe quoi à ce moment-là. Donc on aimerait essayer de contraindre, donc essayer de trouver les flips qui garantissent qu'on a toujours une structure d'arbre. Donc on a quelques idées, mais pas encore réalisées. Je vous remercie.